Je me souviens encore de l'odeur du café brûlé de la salle de pause ce matin-là. Les lundis avaient toujours un poids, mais celui-ci était différent, épais, le genre d'air lourd que l'on ressent juste avant qu'un orage ne se produise. J'étais à mi-chemin de ma liste de contrôle habituelle des rapports d'approvisionnement, projection d'expédition, retour à la logistique, lorsque mon assistante est entrée avec un air étrange sur le visage. « Monsieur Grant, Tran veut vous voir. » Non, elle n'a pas croisé mon regard, elle a juste quitté la pièce aussi vite qu'elle est entrée. Cela seul m'a dit que quelque chose n'allait pas. Tran n'a jamais convoqué personne pour quitter les opérations, sauf s'il voulait aboyer des ordres ou voler du crédit. Mais m'appeler au dernier étage, c'était nouveau. Et comme Frédéric se remettait d'une opération, quelque chose me disait que ce n'allait pas être une conversation de courtoisie. J'ai redressé ma cravate, pris une lente inspiration et parcouru le long couloir jusqu'à l'aile exécutive. Les portes de la salle de réunion étaient grandes ouvertes. Tran était déjà assis en bout de table, comme si les lieux lui appartenaient. Son dos était droit, la mâchoire serrée, ses doigts tapotant le bois à un rythme lent et exercé, comme un homme essayant d'imiter le pouvoir sans savoir à quoi cela ressemble vraiment. Il arborait un de ces sourires suffisants qui me faisaient toujours penser aux garçons de la fraternité en voyage de pouvoir. Et bien sûr, Evelyne était là aussi, assise sur le côté comme une reine mère regardant son fils s'emparer du trône. « Ah, Silas, dit Tran d'une voix pleine de faux charme. Entrez, asseyez-vous. » Je ne l'ai pas fait. Je suis resté debout. Il se pencha en arrière et entrelaça ses doigts. « Ne perdons pas de temps. En vigueur immédiatement. Tu es viré, juste comme ça. Aucune explication, aucun avertissement, juste une claque de finalité enveloppée d'un faux professionnalisme. » J'ai cligné des yeux une fois, lentement, « Tu me vires. » Il sourit comme s'il répétait ce moment dans le miroir de sa salle de bain depuis des mois. Maman a dit, « Tu étais là seulement parce que papa t'a opposé que c'était toujours une affaire de charité. » Je n'ai pas répondu au début. J'ai juste étudié son visage, le petit tic près de ses yeux, la façon dont sa gorge palpitait, comme s'il n'était pas aussi confiant qu'il prétendait l'être. J'avais déjà vu ce regard, celui d'un homme bluffant avec des cartes dont il ne connaissait même pas la valeur. Puis je l'ai dit, « Calme-toi, tu vas le regretter. » Son sourire s'effaça juste un peu, mais il revint tout aussi rapidement. Maintenant, alimenté par la rage du regret, il cracha. « Tu penses que tu peux me menacer ?» puis frappe sa paume sur ma joue avant même que je puisse y réfléchir. Silence. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas bronché, j'ai juste laissé la piqûre brûler ma peau et ma mémoire. 2 gardes de sécurité sont intervenus sur Q, comme s'ils attendaient derrière la porte tout le temps. Tran me fit un geste nonchalant, « Escortez-le maintenant. » Les gardes ont hésité, ne sachant probablement pas pourquoi ils faisaient sortir le directeur des opérations au milieu d'un lundi matin. Mais les commandes étaient des commandes et ils m'ont pris par les bras comme si j'étais un intrus, pas un homme qui avait passé les 5 dernières années à empêcher l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Alors qu'ils me faisaient traverser le rez-de-chaussée, des dizaines d'yeux me suivaient, me fixant et jugeant. Certains détournèrent le regard par culpabilité, d'autres parurent curieux, peut-être même soulagés. Pas une seule voix ne s'était levée. Et puis je l'ai vue, Marielle, debout près de l'aile marketing, tenant une tablette et portant ce manteau rouge qu'elle aimait tant. Elle m'a vu. Elle a tout vu. Mon visage, les gardes, l'humiliation. Ses yeux ne s'écarquillèrent pas, sa bouche ne s'entr'ouvrit pas. Elle restait là et regardait comme une étrangère. Elle n'a pas bougé. Cela m'en disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Je n'ai pas combattu les gardes de sécurité, je n'ai pas discuté. J'ai marché avec eux devant les bureaux vitrés, les salons ouverts, les ascenseurs. J'ai regardé mon reflet dans chaque surface en miroir pendant que nous traversions le bâtiment. J'avais discrètement aidé à rester en vie, non pas pour le pouvoir, ni pour le spectacle, mais parce que je croyais au respect. La manière lente, la manière honnête. Au moment où nous atteignîmes l'entrée principale, je ressentis le poids de chaque seconde que j'avais passé à faire comme si cela ne me dérangeait pas d'être négligé. Je suis sorti face au vent et j'ai ajusté mon col. La porte vitrée se referma derrière moi. Je pouvais presque les entendre soupirer alors qu'ils se verrouillaient. Cette gifle me brûlait toujours le visage, mais ce n'était rien comparé au feu qui s'accumulait dans ma poitrine. J'ai sorti mon téléphone. Cela bourdonnait dans ma paume. Un message du service financier logistique, 2 représentants de fournisseurs me demandant pourquoi je n'avais pas répondu à leurs emails. J'ai tapé une brève réponse à tous ceux qui étaient absents pour la journée. Nous vous tiendrons au courant bientôt.
Puis j'ai marché lentement, délibérément, non pas jusqu'au parking, ni jusqu'à la gare, mais à 3 pâtés de maison à l'est, dans un immeuble calme qui ressemblait à une vieille compagnie d'assurance. De l'extérieur, aucun panneau, pas de réceptionniste, juste un lecteur de carte-clés. J'ai tapoté le mien contre le scanner. La porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un seul bureau, une mine moderne, propre et privée. Il ne connaissait pas cet endroit, ni Marielle, ni Tran, ni même Evelyne. Frédéric l'a fait, bien sûr. Il m'a aidé à l'installer il y a des années lorsqu'il m'a murmuré pour la première fois les mots « Je n'oublierai jamais. Un jour, tu auras besoin d'un espace où tu ne fais pas semblant d'être petit. » Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis assis, j'ai respiré, j'ai laissé le silence m'envelopper comme une armure. Il pensait que j'étais juste un gars des opérations, juste un gendre discret qui a eu la chance d'épouser la fille du fondateur. Il n'était pas au courant des actions, de la clause d'héritage, de la structure que Frédéric et moi avions construite pour protéger l'entreprise d'eux. Laissez-les profiter de leur petite victoire. Laissez-les rire, bavarder et se féliciter de s'être enfin débarrassés de moi. Laissez-les penser que c'est fini, parce que ce n'était pas le cas, cela ne faisait que commencer. On dit que la trahison ne s'accompagne pas toujours de bruit. Parfois, il arrive avec des chaussures souples et un sourire discret. C'est ce qui résonnait dans mon esprit alors que j'étais assis dans mon bureau privé, regardant la ville de ce côté de la vitre. Le monde semblait calme, ordonné, mais moi quelque chose de plus froid s'était installé. Ce n'était pas seulement la gifle ou les coups de feu qui persistaient, c'était le silence, le genre de silence qui pénètre plus profondément que les cris ne pourraient jamais le faire. Personne n'a dit un mot, personne n'a posé de questions. Et Marielle, elle m'a juste regardé partir comme si c'était inévitable, comme si j'avais enfin rempli le rôle qu'ils m'avaient écrit le jour où j'avais rejoint leur famille. Mais permettez-moi de revenir en arrière un instant, car rien de tout cela ne s'est produit du jour au lendemain. Quand j'ai rencontré Marielle pour la première fois, je n'étais pas du genre à chercher à me marier et à devenir riche. J'avais ma propre petite entreprise de logistique, rentable, tranquille, rien de tape à accent grave-l'œil. J'aime la structure, j'ai aimé les systèmes. J'aimais être l'homme que les gens ne remarquaient pas jusqu'à ce qu'ils aient besoin de lui. Marielle est entrée dans ma vie comme un éclair, charismatique, confiante, magnétique. De cette façon, seules les personnes nées dans le privilège pourraient l'être. Elle n'est pas tombée amoureuse de moi parce que j'avais du pouvoir. Elle est tombée amoureuse de moi parce que je ne semblais pas en vouloir, ou du moins c'est ce que je croyais. Son père, Frédéric, était différent des autres. Il ne se souciait pas des clubs sociaux, du statut ou de qui passait ses vacances et où. Il appréciait la compétence. Il a vu comment fonctionnait mon entreprise et il a aimé ce qu'il a vu. Lorsqu'il m'a invité à consulter sur la rationalisation du modèle d'entreposage et de transport de Grafton Enterprises, j'ai pensé que ce serait un projet temporaire. Puis vint la deuxième invitation, puis une offre à temps plein. Puis, un soir, autour d'un verre, Frédéric a dit quelque chose qui m'est resté. Il te sous-estime, Silu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est votre arme la plus puissante. Et j'ai donc adhéré discrètement, pas de revendication, pas de négociation de titres. Je les ai laissés me placer où ils voulaient, directeur des opérations, niché dans l'arrière-plan de l'entreprise. C'était parfait. J'avais des yeux sur tout et une voix dans rien. J'ai pu voir qui travaillait et qui se comportait, qui construisait et qui se vantait. Et oh, il y en avait beaucoup. 30, par exemple. Il était du genre à prendre la présence pour du pouvoir. Toujours bruyant, toujours en réseau. Il portait des costumes qui coûtaient plus cher que ce que certains employés confectionnaient en un mois, mais il ne pouvait pas lire un bilan sans aide. Mais Evelyne aimait l'appeler le futur de Grafton, disant qu'il avait une vision. Ce qu'il avait vraiment, c'était un ego et une mère qui le lui donnaient comme du miel. Evelyne ne m'a jamais fait confiance, pas depuis le début. Elle souriait lors des dîners de famille, me servait du vin, riait de mes blagues. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux comme si elle calculait toujours si j'avais ma place. Je me souviens qu'une fois, lors d'un gala de charité à Grafton, je l'ai entendu dire à l'une de ses amies, « Silu est humble, trop humble. Cela ne peut pas être réel. » Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne voulait pas savoir, c'était qui j'étais vraiment. Pas seulement le mari de Marielle, pas seulement le gars des opérations discrets, mais un homme avec des enjeux, avec de l'envergure, grâce à Frédéric, avec du pouvoir. Il ne pouvait même pas imaginer le jour où Tran m'aurait viré. J'aurais pu parler des actions, des accords légaux, des contrats tacites que Frédéric et moi avions structurés avec les avocats
et les mandataires. Je ne l'ai pas fait. Parce que la vérité est que parfois, il faut laisser les gens montrer au monde exactement qui ils sont avant de prendre la parole. Laissez-les écrire leur histoire, puis déchirer la dernière page. J'ai siroté mon café et ouvert mon ordinateur portable. Ma boîte de réception était pleine. Fournisseurs confus, calendrier en retard, même quelques partenaires étrangers me demandant pourquoi ils n'avaient pas eu de mes nouvelles. J'ai répondu calmement à chacun en organisant de brèves réunions. Je ne leur ai pas dit ce qui s'était passé. Je n'en avais pas besoin, ils le verraient bien assez tôt. Ensuite, j'ai ouvert un email plus ancien, celui que j'avais enregistré un instant, comme cette ligne d'objet, concernant la confirmation de la clause héritée. C'était un scan signé de l'avocat personnel de Frédéric, daté d'il y a 3 ans, confirmant mes 40% de droits de vote dans Grafton Enterprises. Transfert verrouillé, protégé en silence jusqu'à ce qu'il soit déclenché par une destitution sans motif ou par toute tentative hostile de prise de pouvoir par un dirigeant. Tran avait sans le savoir appuyé sur la gâchette. Je me suis adossé au dossier de ma chaise, réfléchissant à la rapidité avec laquelle la perception façonne la réalité. Toutes ces années, je les ai laissés me considérer comme un bruit de fond et je ne les ai jamais corrigés. Pourquoi le ferais-je? Il est facile de manœuvrer dans l'ombre quand tout le monde est aveuglé par son propre projecteur. Il murmurait que j'avais un travail uniquement parce que Frédéric m'avait opposé. Il pensait que j'avais besoin de la famille, que j'avais besoin de Marielle. Mais ils ne m'ont jamais demandé pourquoi je n'avais jamais amené ma propre famille, pourquoi je conduisais une voiture modeste, pourquoi je ne faisais pas preuve de flexibilité, ne me vantais pas, ne recherchais pas le crédit. Parce qu'en vérité, je ne suis pas venu dans leur monde les mains vides. Je suis arrivé en jouant un long match et ils m'ont donné tout ce dont j'avais besoin pour le gagner. Je me suis dirigé vers le petit placard dans le coin du bureau et j'en ai sorti une vieille photo, une de Frédéric et moi dans un entrepôt de Grafton, tous deux en gilet de chantier et riant d'un problème d'inventaire ridicule. Il n'était pas seulement mon beau-père, il était mon mentor, la seule personne de cette famille qui voyait au-delà de la surface. Il m'a dit un jour, cette entreprise n'a pas besoin d'un autre prince, elle a besoin d'un intendant. C'est ce que j'ai toujours été. Pendant que Tran jouait le rôle de PDG et Kevlin complotait dans les virages, je m'assurais que les camions partaient à l'heure, que les transactions étaient conclues, que le système logiciel restait en avant sur les concurrents. J'ai fait le travail pour lequel personne n'applaudissait. Et maintenant, j'allais leur faire ressentir ce qui se passe lorsque l'homme qu'ils ont renvoyé s'avère être le pilier sur lequel ils se tenaient. J'ai éteint les lumières de mon bureau et suis sorti dans le couloir, calme, vide, propre. Cela m'a rappelé quelque chose que j'avais lu une fois. Le vrai pouvoir n'est jamais bruyant, il est silencieux, immobile et terrifiant lorsqu'il est révélé. Ils avaient vu l'étranger, mais bientôt. Ils rencontreraient l'homme derrière le rideau et ils ne sauraient pas ce qui les avait frappés. Lorsque la nouvelle est arrivée, j'étais déjà en cours d'appel matinal avec l'un de nos partenaires internationaux. Un petit ping sur mon téléphone. Rien de tape à l'œil, juste un message privé du chauffeur de Frédéric. Il rentre tôt et se dirige vers le quartier général. Maintenant je l'ai lu 2 fois. Frédéric n'était pas censé revenir avant 2 semaines. Son opération s'était bien déroulée, mais les médecins avaient insisté sur le repos. 3 semaines minimum, pas de rendez-vous, pas de mais, pas de stress. De toute évidence, ce conseil n'a pas tenu. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le coin de ma bouche se contractant entre un sourire narquois et un souffle de soulagement. C'était ça, le moment qui allait renverser tout le plateau de jeu. J'ai mis fin à mon appel, verrouillé mon écran et me suis tenu près de la baie vitrée de mon bureau privé, regardant la ville. Mon reflet me regardait, calme, toujours illisible. Je pouvais déjà imaginer comment cela se déroulait là-bas, au 25e étage. Frédéric Grafton n'est pas entré dans une pièce. Il est arrivé. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Les doubles portes vitrées séparant le léger silence lorsque les employés le reconnaissaient, le mouvement silencieux des gens faisant soudain semblant d'être occupés, se tenant soudainement plus droit, sa canne tapant légèrement contre le sol plus pour le rythme que pour le soutien. La réunion du conseil d'administration était déjà prévue ce matin-là. Trick l'a appelé pour annoncer de nouvelles stratégies de leadership, sa phrase de code pour obtenir plus de contrôle. Il pensait qu'il avait la chambre. Il pensait que l'influence de sa mère allait le sceller. Il n'avait aucune idée que le fondateur lui-même était sur le point d'entrer dans cette pièce et de briser son petit charme en 2. Je ne suis pas descendu, je n'en avais pas besoin. Cette pièce était sur le point de prendre feu d'elle-même. Plus tard, lorsque l'assistante, qui évitait autrefois mon regard,
est arrivé en courant dans mon bureau, essoufflé. Pour me raconter ce qui s'était passé, j'ai simplement hoché la tête et je l'ai laissé parler. Mais laissez-moi vous le dire tel que je l'ai vu dans mon esprit, car même si je n'étais pas dans la pièce, je connais trop bien ces gens. Frédéric entra tôt. Personne ne l'a vu venir. À un moment donné, Tran était en plein milieu de sa présentation, probablement en train de bavarder sur la rationalisation des décisions exécutives, et l'instant d'après, la voix de son père traversait le bruit comme une épée traversait Folk. Où est Silu? Juste 3 mots, c'est tout ce qu'il fallait. Tout le monde se figea. Tran cligna des yeux. Confus. Papa, tu ne l'étais pas. Comment ça s'est passé? Frédéric ne s'est pas assis, n'a pas souri, il s'est juste appuyé légèrement sur sa canne et a répété, cette fois avec un côté plus froid. Où est Silas? Il faut comprendre que Frédéric n'était pas un homme de théâtre. Mais dès qu'il élevait la voix, ne serait-ce qu'un peu, la salle écoutait. Des années de respect ont mérité ce droit. Trinque a eu le genre de rire que vous utilisez lorsque vous êtes pris au dépourvu et que vous essayez de jouer cool. Oh lui, ouais, je l'ai laissé partir. Il était là uniquement parce que tu te sentais désolé pour lui. Souvenez-vous du silence. J'imagine que c'était le genre de silence qui s'installe juste avant qu'une tempête ne brise les vitres, ce genre de silence. L'expression entière de Frédéric changea, pas un éclair de surprise. Il le savait déjà, bien sûr, mais c'était la voie à suivre. Il laissa Tran le dire à voix haute, comme si on tendait une pelle à un homme et qu'on le regardait creuser sa propre tombe. Vous l'avez viré, dit Frédéric, la voix toujours aussi calme. Tran, inconscient, essayait toujours de fléchir. C'était en retard, il était un point mort. Aucune autorité, aucun pédigré, espèce d'imbécile, a rétorqué Frédéric. Le changement a été instantané. C'est à ce moment-là que l'atmosphère dans cette salle de conférence s'est brisée. Espèce d'idiot absolu, répéta Frédéric plus fort maintenant. Tu ne savais pas qui il était. Les chefs de service regardaient autour d'eux, des regards nerveux, remuant les mains, remuant sur leurs chaises. C'étaient des gens qui travaillaient avec moi depuis des années mais ne me regardaient jamais vraiment. Ils entendaient les murmures d'Evelyne, les insultes passives de Tran, et ils les laissaient façonner leur jugement. Mais maintenant, ils étaient sur le point de comprendre à côté de quoi ils étaient assis depuis le début. Frédéric s'avança lentement mais sûrement. Silas n'est pas seulement votre beau-frère, Tran. Ce n'est pas seulement un employé que vous pouvez renvoyer parce que votre mère vous a murmuré quelque chose à l'oreille. Il s'est arrêté. Puis, d'un seul souffle, il a laissé tomber le « il possède 40% de cette société ». C'était le genre de phrase qui ne tombe pas comme des mots, elle tombe comme le tonnerre. Frédéric a sorti un dossier du folio en cuir sous son bras. Il y a 3 ans, je lui ai transféré ses actions en toute discrétion pour ce genre d'absurdité. Est devenu blanc fantôme, toute la couleur s'est épuisée. On pouvait entendre son souffle se couper. Il balbutia quelque chose à propos de ne pas savoir et de problèmes de communication. Mais, Frédéric, ce n'était pas fini. Je vous ai laissé aux commandes pendant 3 semaines et en 2 jours vous avez réussi à insulter l'homme qui fait fonctionner votre chaîne d'approvisionnement, à humilier votre beau-frère et à déstabiliser la confiance dans plusieurs départements. Félicitations. Il s'est tourné vers les membres du conseil d'administration. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Silu Grand ne se contente pas de rester. Il est l'un des nôtres. Et désormais, son silence ne doit plus être confondu avec une soumission. La réunion n'a pas duré très longtemps. Après cela, certains d'entre eux ont essayé de faire marche arrière, marmonnant leur soutien, disant qu'ils m'avaient toujours respecté. Je connaissais les types, la fidélité seulement quand c'est sûr. Je n'étais pas en colère contre eux, je n'en avais tout simplement plus besoin. Plus tard dans la journée, Tran a tenté de faire irruption dans mon bureau. Il n'a pas dépassé le couloir. La sécurité ne l'a pas arrêté. Il s'est arrêté, s'est tenu devant ma porte et a regardé la plaque signalétique qu'il n'avait jamais vue auparavant. Bureau exécutif privé de S. Grant. Il a alors réalisé que ce n'était pas nouveau, que j'étais ici depuis le début, que ce n'était pas une histoire de retour. C'était un échec et mat. Le téléphone a commencé à sonner avant même la fin de la réunion. Au début, je l'ai ignoré, je l'ai laissé vibrer contre mon bureau pendant que je parcourais mon carnet de messages, mais ensuite il a sonné encore et encore. 10 appels en 10 minutes, tous du même numéro, Tran. Je n'ai même pas bronché. Au lieu de cela, je me suis penché en arrière sur ma chaise, tenant une tasse de rôti noire entre mes mains, et j'ai laissé le silence de mon bureau m'envelopper comme une seconde peau. J'avais attendu des années un moment comme celui-ci, non par vengeance mais par clarté.
Pour une fois, ceux qui pensaient diriger la série voyaient enfin la vérité, et cela les terrifiait. Au moment où sa boîte de réception vocale atteignait sa capacité, j'en avais déjà assez entendu. Silu, écoute, mec, écoute, je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. Je pensais que je voulais dire. Maman a dit une pause, en cherchant son souffle. Je jure que si j'avais su, j'essayais juste de protéger l'entreprise. S'il vous plaît, rappelez-moi. Nous devons résoudre ce problème, réparer cela. Comme s'il s'agissait d'une crevaison ou d'un rendez-vous manqué, comme s'il ne m'avait pas humilié devant la moitié de l'entreprise, giflé comme un chien dans une salle de réunion et jeté comme une poubelle. Je ne l'ai pas rappelé, pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon calendrier et avancé de quelques réunions de révision interne. Frédéric et moi avions convenu qu'il était temps de procéder à quelques corrections chirurgicales. Et maintenant, le patient était grand ouvert. J'ai appelé mon assistant, procurez-moi les dossiers de toutes les embauches récentes du département, en particulier celles effectuées au cours des 12 derniers mois sous la direction de Tran. Je veux des dossiers de performance, des rapports d'incidents, des journaux disciplinaires, tout. Sa voix crépitait dans le haut-parleur. Oui, Monsieur Grant, tout de suite, Monsieur Grant. Cela m'a quand même fait réfléchir, non pas parce que c'était nouveau, mais parce que cela me paraissait mérité maintenant, non toléré, non rancunier, mérité. Tran a rappelé 1 heure plus tard. Et là encore, le deuxième message vocal était encore pire. Sa voix se brisa à mi-chemin. Silu. Allez, mec, tu sais comment est maman. Elle a dit. Tu prenais juste de la place. Ce père ne te gardait là que pour garder Marielle heureuse. Je ne pensais rien de tout cela, j'essayais juste de faire ce qu'elle voulait. S'il te plaît. Tout cela n'est qu'un malentendu. Un malentendu. Ce mot roulait dans ma tête comme une bille détachée dans un verre. Sauf que je n'avais rien mal compris. Il m'avait sous-estimé, manqué de respect et essayé de m'effacer. Et maintenant, ils avaient peur. Mais ce qui m'a vraiment frappé n'était pas le désespoir de Tran, mais le silence soudain et gênant de Marielle. Pas un seul texto, pas un seul coup à ma porte, rien. La femme avec qui j'avais rêvé de vieillir ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Pas après le licenciement, pas après la révélation, pas une seule fois. Ce genre de silence ne vient pas de l'ignorance. Cela vient du choix qu'elle avait fait le sien et j'avais fait le mien. Plus tard dans la soirée, juste avant le coucher du soleil, je suis sorti de mon bureau et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au garage exécutif. Ma voiture était garée au même endroit. Ça avait toujours été Sloppy 12, niché à côté du pilier. Mais cette fois, à mesure que je m'approchais, quelque chose me semblait différent. J'ai tourné au coin et j'ai trouvé Tran appuyé contre ma voiture. Il ressemblait à l'enfer-taille, les yeux desserrés, injectés de sang, la mâchoire serrée mais tremblante juste assez pour montrer les fissures. Silu, dit-il en se redressant. Il faut qu'on parle. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Pas le petit tyran pompeux en costume de créateur, mais le garçon effrayé qui se cache sous toutes ses fanfaronnades. Nous avons déjà parlé, dis-je calmement. Rappelez-vous que vous avez dit que j'étais ici par pitié. Vous m'avez giflé, m'avez fait sortir comme un voleur. Il déglutit difficilement. Je ne savais pas. Non, j'ai répondu. Vous n'avez pas pris la peine de le savoir. Il détourna le regard, puis revint. J'ai fait une erreur. Ce n'est pas une erreur, dis-je. Une erreur consiste à imprimer un mauvais numéro sur une feuille de vente. Ce que vous avez fait était intentionnel. J'ai paniqué. Il a admis que je pensais que papa avait fini. Maman a dit que je devais agir vite. Prendre les choses en main, faire preuve de force. Je ne pensais pas que tu riposterais. J'en ai presque ri. Combattez, Tran. Je n'ai même pas commencé son visage. Mon pote, je ne suis pas là pour te détruire, continuai-je. Je n'en ai pas besoin. Vous l'avez fait vous-même. Ce que je ferai, c'est reconstruire ce que vous essayez de démolir, et vous verrez cela se produire. Il resta là pendant une seconde, bougeant sur ses pieds, scrutant mon visage à la recherche d'un signe de pardon. N'en trouvant aucun, il attrapa le dernier fil qu'il pouvait attraper. Que dois-je faire maintenant? J'ai fait une pause, puis je me suis rapproché. Vous commencez par vous souvenir du moment exact où vous avez perdu votre couronne et vous réalisez qu'elle ne vous a jamais appartenu. J'ai ouvert la portière de ma voiture, je suis monté et je suis parti sans un autre mot. Alors que les lumières de la ville s'estompaient devant mon pare-brise, j'ai pensé à quel point les choses auraient pu être différentes si Tran avait jamais pris la peine d'écouter, si Evelyne avait jamais regardé au-delà de sa fierté, si Marielle avait prononcé ne serait-ce qu'un seul mot pour ma défense. Mais aucun d'eux ne l'avait fait. Et maintenant,
Ils étaient tous en mode panique. Et moi, je commençais juste à me mettre à l'aise. De retour à la maison, je me suis servi un verre de vin et me suis dirigé vers le coin tranquille du balcon. Vu d'ici, le monde paraissait petit, prévisible, comme un échiquier. Moi aussi, je connaissais déjà les mouvements. Mon téléphone a sonné une dernière fois, cette nuit-là. Un texte de Transilui. S'il vous plaît, je vais me retirer, je vais démissionner. Ne m'excluez pas complètement, s'il vous plaît. Je suis désolé, je ferai n'importe quoi. Je l'ai regardé un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre, parce que quand quelqu'un voit enfin ta valeur après avoir tenté de t'effacer, ce n'est pas une réconciliation, c'est de la peur, et je n'allais pas donner à la peur la satisfaction d'une réponse. C'était il y a 3 ans, mais je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Frédéric m'avait appelé à l'improviste juste après la fin d'une réunion tardive du conseil d'administration. Aucune explication, juste un petit message. Venez chez le vendeur. J'ai failli rire en le lisant. Le vendeur, ce n'était pas un endroit pour faire des affaires. C'était son sanctuaire privé où il entreposait de vieux millésimes et des souvenirs de famille, où seule son entreprise la plus fiable avait jamais mis les pieds. Je n'y étais allé qu'une seule fois auparavant, brièvement pour l'aider à transporter une caisse de livraison d'un fournisseur bordelais. Mais cette fois, c'était différent. J'ai traversé la maison, passé devant la cuisine en marbre et parcouru le couloir sinueux jusqu'à atteindre la lourde porte en chêne. Il était déjà fissuré. Je suis entré et je l'ai trouvé assis seul, une lampe tamisée projetant de longues ombres sur le sol en pierre. J'ai fermé la porte, dit-il. Sa voix était basse, calme, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui me disait qu'il ne s'agissait pas seulement de vin ou de vaines réflexions. Je l'ai fermé doucement. Derrière moi, sur la table devant lui, étaient assis 2 verres et une épaisse enveloppe marron. Pas de marque, pas de sceau, juste un léger pli au centre, comme s'il avait été ouvert et lu plusieurs fois. Il fit signe vers le siège en face de lui. « Asseyez-vous. » J'ai obéi, non pas par obligation, mais parce que lorsque Frédéric Grafton a dit « Asseyez-vous », vous l'avez fait. Il nous a servi à tous les deux un verre, un rouge profond, l'un de ses préférés. Puis il a fait glisser l'enveloppe vers moi et m'a dit « Lis ça, tout ça. » J'ai libéré le contenu et j'ai vu des documents juridiques. Au début, ils ressemblaient à des documents d'actionnaires, à des amendements, à des contrats existants. Mais à mesure que je lisais, j'ai senti ma gorge se serrer. Ce n'était pas seulement de la paperasse, c'était un plan, une structure cachée qu'il avait construite au sein même des fondations de Grafton Enterprises, un système de protection du transfert de pouvoir qui ne s'activait que sous certaines conditions, la clause legacy. Le titre disait, selon celui-ci, Frédéric avait déjà transféré 40% des actions avec droit de vote de la société dans une fiducie silencieuse, enregistrée à mon nom, non public, non visible des actionnaires généraux, pas même d'Evelyne, Marielle ou Tran. Il l'avait fait discrètement, délibérément. Je le regardais stupéfait. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi moi? Frédéric se pencha en arrière, le visage indéchiffrable, pendant un instant. Puis il a poussé un léger soupir parce que tu me rappelles. Il a dit, quand j'ai créé cette entreprise, dans un entrepôt avec de la peinture écaillée et un télécopieur qui fonctionnait à peine. Il a bu une lente gorgée de son verre. Je vois la façon dont tu évolues dans cette famille, cette entreprise. Tu ne cries pas, tu ne te bats pas pour la vedette, tu fais juste le travail, intelligent, patient, stable. Il a fait une pause. Il pense que tu es passif, silu, mais je sais mieux. Je t'ai vu réparer les choses. Tranquillement qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient brisés. Je ne savais pas quoi dire auparavant, pas avec sentiment, pas avec une conviction aussi crue. Signez cette dernière page. La clause n'est valide que lorsque vous l'avez fait. Est-ce qu'Evelyne le sait? Il secoua la tête. Et elle ne le fera pas. Elle a incendié toute l'entreprise pour garder le contrôle de la lignée familiale. Elle n'a jamais compris que l'héritage n'est pas une question de sang. C'est une question d'intendance. Alors j'ai signé et à partir de ce moment je suis devenu autre chose, pas seulement un gars des opérations, pas seulement le mari discret de la fille Grafton. Je suis devenu l'épine dorsale silencieuse d'une entreprise de 200 millions de dollars et j'ai porté ce poids en silence pendant 3 longues années. J'ai gardé la tête baissée, j'ai regardé Tran se lever, j'ai regardé Evelyne manipuler les réunions, j'ai vu l'affection de Marielle se transformer doucement en indifférence. Je ne dis rien, non pas parce que j'étais faible, mais parce que Frédéric m'avait demandé d'attendre. Laissez-les vous montrer qui ils sont vraiment, avait-il dit. Et ils l'ont fait. Chaque souris en narquois, chaque exclusion,
Chaque salle de réunion est méprisable. Il pensait que je n'étais pas pertinent, un espace réservé. Mais je regardais, je documentais, je laissais la corde se tendre juste assez. Parce que c'est ça le problème du pouvoir. Quand vous n'en faites pas étalage, personne ne soupçonne que vous l'avez. Et quand le moment arrive enfin, ça n'atteint pas comme une gifle, ça atterrit comme un coup de tonnerre. Ce matin-là, quand Tran m'a viré, alors qu'il se tenait là, gonflé et suffisant, affirmant que j'étais là uniquement par pitié. J'avais les griffes dans ma mallette tout le temps. J'aurais pu le sortir là, le lancer comme une grenade et repartir avec le bâtiment en flammes. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'il n'a jamais été question de vengeance. Il s'agissait de la vérité que Frédéric voyait en moi, de la vérité qu'ils refusaient de voir par eux-mêmes. Et maintenant, après tous les chuchotements et trahisons, c'était enfin sorti. Je pouvais à nouveau entendre la voix de Frédéric dans ma tête, comme un écho silencieux au fond de mon esprit. Ils apprendront un jour, mais quand ils le feront, assurez-vous qu'ils apprennent tout. Et c'est ce qui m'a marqué, parce que la clause d'héritage n'était pas seulement un plan de secours. C'était un test de patience, un test de caractère. J'avais attendu 3 ans, regardant une famille se défaire de l'intérieur, non pas avec haine, mais avec arrogance, avec ego, avec insouciance. Et maintenant, il était temps de reconstruire, non pas à leur image, mais à la mienne. Plus tard dans la nuit, j'ai sorti la copie originale de la clause successorale de mon coffre-fort privé, je l'ai tenue à la lumière et j'ai passé mes doigts sur le sceau du notaire. Tout ce que Frédéric avait prédit s'était réalisé. La chute de Trente, l'implosion de l'influence d'Evelyne, et même le lent déclin de la loyauté de Marielle. Je pensais à lui, assis seul dans cette cave à vin, regardant l'empire qu'il avait bâti basculer dangereusement vers la vanité. Et j'ai réalisé quelque chose. Il ne m'avait pas seulement donné les actions, il m'avait donné la charge de réparer ce qu'il ne pouvait plus. Et j'avais l'intention de porter ce fardeau avec une précision tranquille car, contrairement à eux, je n'avais pas besoin d'applaudissements. J'avais juste besoin de résultats. L'air à l'extérieur du bâtiment de Grafton Enterprises était frais ce matin-là. La lumière du soleil se répandait sur la place comme si quelqu'un avait renversé une jarre d'or sur la ville. Les employés affluaient comme tous les autres lundis, café à la main, à moitié réveillés, ignorant qu'ils se dirigeaient vers un tournant, celui qui ne changeait pas seulement les gros titres mais l'héritage à l'intérieur du bâtiment. Tout était déjà réglé. La conférence de presse était prévue à 10 heures précises dans l'atrium principal. Des invitations avaient été envoyées la veille au soir, soigneusement formulées, délibérées. Frédéric ne voulait pas de fuite, pas de chuchotement à l'avance, pas de temps pour Tran ou Evelyne de faire tourner leur version. Cela n'allait pas être une réunion, cela allait être un règlement de compte. Je me suis tenu à l'écart alors que les médias affluaient, des journalistes de tous les grands médias économiques, des journalistes locaux et même quelques correspondants étrangers. Grafton Enterprises avait ce genre de poids. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était un nom, une dynastie. Et le jour où cette dynastie était sur le point d'être réécrite, Frédéric sortit à temps. Non, il n'est pas venu aujourd'hui. Il a refusé, malgré les avertissements de son médecin, a dit que cela lui donnait un air fragile, a dit qu'aujourd'hui plus que jamais il avait besoin de se débrouiller seul. Il s'approcha du micro, calme et ferme, sa seule présence faisant taire les murmures dans la pièce. Merci à tous d'être venus dans un délai si court. Il a commencé à scanner la pièce. Je vais rester bref et clair. Pas de salutation, pas de présentation, juste un but. Il y a eu beaucoup de confusion au sujet des récentes décisions prises pendant mon absence. Alors que je me remettais d'une opération chirurgicale, certains changements ont été apportés au niveau de la direction à mon insu et sans l'autorité appropriée. Il s'arrêta là, laissant l'implication atterrir. J'ai examiné ses actions, j'ai rencontré un conseiller juridique et j'ai pris ma décision. Il se tourna légèrement, tendant la main vers l'entrée latérale. « Silu Grant, rejoignez-moi s'il vous plaît. » La pièce bougea, claqua la caméra. Certains haletaient, oui, haletaient, comme s'ils voyaient un fantôme. J'avançai, lentement et régulièrement, vêtu du même costume qu'ils avaient autrefois qualifié de trop simple pour la haute direction. Seulement cette fois, tous les regards me suivirent, non par pitié, mais par curiosité, peut-être même par respect. Frédéric a poursuivi. Cet homme n'est pas seulement un membre de ma famille, mais un pilier critique du succès de cette entreprise. Pendant des années, il a travaillé tranquillement dans les coulisses, en maintenant nos opérations avec précision, intelligence et loyauté. Il regarda directement dans l'une des caméras.
Maintenant, Silas a été retiré de sa position sans justification et je suis ici aujourd'hui pour corriger cette erreur publiquement et en permanence. Il se tourna vers la foule. À compter immédiatement, C.U. Grant est réintégré à Grafton Enterprises, non seulement en tant que directrice des opérations, mais en tant que co-dirigeante. La pièce a explosé. Les journalistes ont crié des questions les uns sur les autres, les microphones poussés vers l'avant, les flashbulbs se sont éteintes comme la foudre. Je me tenais immobile, mes mains plissées calmement devant moi, tandis que le monde a finalement vu l'homme qu'ils ont essayé d'effacer. Une voix a franchi le bruit, « Monsieur Grafton. Est-ce vrai? Monsieur Grant détient-il réellement une propriété importante dans l'entreprise? » Frédéric n'a pas hésité. Oui, il détient 40% des entreprises de Grafton par le biais d'une fiducie privée lors de sa création il y a 3 ans. Son pieu est juridiquement contraignant, irrévocable et entièrement gagné. Cette dernière partie, c'était pour Tran et Evelyn, et peut-être même Marielle, où qu'elle se trouve. Une deuxième voix a demandé. Et qu'en est-il de Tran Grafton? Va-t-il conserver sa position de PDG? Frédéric a fait un sourire serré et poli. Tran prendra un congé prolongé, en vigueur aujourd'hui. Je me suis presque senti désolé pour lui mais je me suis souvenu de la gifle, du ricanement, de la façon dont il a ri quand il a dit que je n'étais que par pitié. Pitié, hein. Parlons de cela, parce que ce qu'ils n'ont jamais compris, ce qu'ils n'ont probablement pas encore fait, était que la pitié ne construit pas les entreprises. Il ne tient pas de réunion de fin de soirée avec des fournisseurs d'outre-mer ou ne relâche pas une chaîne logistique entière lors d'une tempête de neige ou rationalise un système d'inventaire cassé qui hémorragie depuis des mois. Je l'ai fait et je l'ai fait sans demander d'applaudissements. Maintenant, enfin, je n'ai pas eu à le faire. À la fin de la conférence de presse, je me suis tenu à côté de Frédéric alors que les journalistes étaient escortés. Quelques têtes de département s'attardaient près des faces arrière. J'ai reconnu que les hommes et les femmes qui avaient travaillé avec moi m'ont regardé et m'ont jugé silencieusement pendant des années. L'un d'eux, Carlen, de la finance, s'est approché des yeux prudents. « Monsieur Grant, je veux dire C.U. Je voulais juste dire félicitations. » Je lui ai donné un petit signe de tête. « Merci, Carlen. » Elle a hésité puis a ajouté. « Nous aurions dû le voir plus tôt. » J'ai souri, pas méchant. La plupart des gens ne recherchent pas ce qu'ils ne s'attendent pas à trouver. Elle cligna des yeux puis hocha la tête. De retour dans mon bureau, les félicitations se sont poursuivies. Certains emails, certains messages, certains gestes en personne. Cela semblait gênant, mais sincère. Les gens ne savaient pas comment me traiter. Maintenant, je n'étais plus l'homme d'arrière-plan. Je n'étais pas seulement le mari de Marielle ou le gars des OPS qui n'a jamais parlé. J'étais QPDG et ils apprenaient à s'adapter. Mais tout le monde ne s'est pas ajusté avec Grace. Evelyn n'a pas montré son visage ce jour-là, Tran et Marielle non plus. Pas un appel, pas un message, pas même un commentaire dans le chat du groupe familial qui était maintenant mort silencieux. Je n'ai pas été surpris. Je pense qu'au fond, elle était plus gênée par la façon dont cela s'est produit que ce qui s'est passé, parce que je ne me suis pas seulement soulevé. J'ai été soulevé par des faits, par le mérite, par Frédéric lui-même, et ce genre de vérité est difficile à avaler. Lorsque vous avez passé des années à vous convaincre, vous vous êtes marié. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon salon, l'annonce QPDG toujours tendance. Les blogs commerciaux en ligne ont disséqué la décision. Certains l'ont loué comme visionnaire, d'autres ont spéculé sur un changement de puissance dans la famille Grafton. Certains l'ont même appelé une histoire de vengeance. Ils avaient tort. Ce n'était pas une vengeance, c'était la restauration. J'ai versé un verre, j'ai tourné le téléphone face contre terre et je me suis permis un moment que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix, parce que je n'ai pas crié pour être entendu, je ne me suis pas battu pour être vu. Je viens d'attendre et je me suis présenté quand c'était le plus important. La reprise n'est pas venue avec des points ou du feu. Il est venu avec une feuille de calcul, un plan et une réunion à huis clos à 7 heures le lundi après ma réintégration, où la seule chose plus forte que l'horloge murale de coche était le silence de ceux qui me libèrent. J'avais appelé dans tous les départements, tête, finance, juridique, RH, technologie, logistique, vous l'appelez. Certains sont devenus curieux, certains sont devenus nerveux. Quelques-uns, comme Down From Marketing, sont entrés avec du scepticisme suffisant, pensant toujours que c'était un coup temporaire orchestré par Frédéric. Ils ne savaient pas. Je regardais depuis des années, chaque embauche, chaque dépense, chaque raccourci déguisé en innovation. Donc, quand je me suis tenu à la tête de la table de conférence et que j'ai allumé le projecteur,
Je n'ai pas commencé par de petites conversations. J'ai ouvert avec une seule diapositive. Cela se termine maintenant. Il n'y avait pas de cris, pas de théâtre. Je n'en avais pas besoin. J'ai eu des faits, des reçus, une liste compilée de comptes mal analysés, des embauches sous-qualifiées, des contrats bâclés et des accords confortables remis à Friends of Tran ou Evelyn. J'avais une preuve de népotisme si flagrant qu'elle aurait aussi bien pu être imprimée sur le papier à en-tête de l'entreprise. En allant, en ligne, j'ai regardé la réalisation de l'aube sur leur visage. Ce n'était pas une promotion de figure de proue, c'était un calcul. Et je n'étais pas là pour aller même. J'étais là pour nettoyer la maison. Je ne suis pas là pour licencier tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi. J'ai dit après avoir tout mis à nu, mais je retirais tous ceux qui ont confondu cette compagnie avec leur terrain de jeu personnel. Quelques têtes abaissées. Je crois en la responsabilité, je crois en la clarté et je crois aux deuxièmes chances pour ceux qui travaillent réellement. J'ai fait une pause. Mais ne vous y trompez pas, ces chances sont limitées. Le message a atterri. À la fin de cette semaine, 3 des embauches personnelles de Tran avaient disparu, tirées tranquillement avec des paquets de départ. J'ai approuvé, mais je n'ai pas ramolli. Le directeur des RH préféré d'Evelyn a été réaffecté à une branche du Nevada, loin de l'influence qu'elle manquait, avec un sourire narquois et une suggestion chuchotée. Et Tran, il est resté pour l'instant réaffecté, non pas en tant que cadre, mais en tant qu'analyste principal dans la stratégie de données, un rôle qu'il a déjà plaisanté était 4 gars du presse-papier sans ambition. Maintenant, il était l'un d'eux, répondant à un directeur de département, la moitié de son âge, travaillant sur une équipe qui ne se souciait pas des noms de famille. Certains l'ont appelé cruel. Je l'ai appelé symétrie, car ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une réforme. Je n'ai pas démantelé des graphiques et des entreprises, je les recalibrais. J'ai commencé à installer des rapports de transparence trimestriels, réorganiser le processus d'embauche pour utiliser des curriculums vitae et aveugles, des contrats de fournisseurs ouverts pour évaluer l'équité et les prix. J'ai fait la promotion des managers de niveau intermédiaire qui avaient été négligés depuis des années. Des gens silencieux et travailleurs comme Tania de l'approvisionnement ou de Léo, dont l'innovation avait été ignorée à plusieurs reprises parce qu'ils n'étaient pas greffés et matériels. Ils ont été stupéfaits lorsque je les ai appelés dans mon bureau, leur ai remis de nouveaux contrats et j'ai dit « Votre travail n'est pas passé inaperçu, il n'a tout simplement pas été vu par les yeux droits jusqu'à présent. » Je me souviens de Tania s'étouffant, sa voix tremblante. « Je pensais que les gens comme moi n'avaient pas vu ici que vous faites maintenant. » Je lui ai dit que j'en ai assuré. Le changement n'était pas instantané. Vous ne pouvez pas tourner un navire aussi grand en une journée. Mais en quelques semaines, l'ambiance a changé. Les gens ont cessé de marcher sur des coquilles d'œufs, ils ont recommencé à partager des idées. Les performances se sont améliorées à tous les niveaux et lentement les chuchotements ont cessé de savoir comment je suis arrivé au pouvoir et j'ai commencé à être sur ce que je faisais avec. Un après-midi, après une réunion de lancement de produits particulièrement productive, j'ai traversé le plancher des opérations, au même étage que je supervise tranquillement pendant que les gens parlaient sur moi. Maintenant, les voix se sont baissées respectueusement lorsque je suis passé par peur mais par la présence gagnée. Je me suis arrêté par le nouveau bureau de Tran. Il ne leva pas au début, garda les yeux collés à son moniteur, tapant quelque chose de raideur. Quand il m'a finalement remarqué, il a redressé Silsus. Il a dit avec un léger signe de tête, « Comment la nouvelle équipe vous traite-t-elle » J'ai demandé. « Ils sont professionnels. » Murmura-t-il. « Bien, j'ai dit que vous pourriez apprendre quelque chose. » Il grimaça mais n'a pas discuté. C'était au moins nouveau. Je ne m'attardais pas. Je n'arrêtais pas de marcher, mais pas résonnant, dans un couloir où mon nom avait été une blague et était maintenant gravé pour le nom Grafton, qui avait été terni par l'ego et le droit. Un après-midi, Frédéric m'a appelé chez lui. Il était assis dans sa cheminée d'études allumée, un verre de scotch à la main. J'ai regardé, a-t-il dit. Je me suis assis en face de lui en attendant. Vous ne l'avez pas brûlé, vous l'avez reconstruit. J'ai fait ce que tu as demandé, j'ai répondu. Il hocha lentement la tête. Non, tu as fait plus. Il atteignit son tiroir et glissa une enveloppe vers moi. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, un projet de modification. Il transférait encore 10% de l'entreprise entre mes mains. Pas de corde, total de contrôle. Vous avez prouvé à qui cette entreprise appartient, a-t-il dit. Maintenant, je le rends officiel. Je n'ai pas parlé tout de suite parce que pour un homme comme moi, quelqu'un qui avait été moqué, giflé, jeté, ce n'était pas seulement un geste, c'était une confirmation.
Je me suis tenu, j'ai serré la main et je l'ai remercié, pas seulement pour la confiance, mais pour m'avoir donné la possibilité de le gagner quand personne d'autre ne l'a fait. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi au lieu de conduire. Les rues étaient plus silencieuses, plus propres, comme le chaos s'était installé. Le vent était tranchant, mais c'était bien, comme si quelque chose était enlevé, ne laissant que ce qui comptait. Je suis passé par les anciens panneaux d'affichage Grafton au centre-ville. Pendant des années, ces signes ont montré le visage de sourire de Tran ou les élégants slogans de Marc Devlin. Maintenant, ils ont affiché la nouvelle déclaration de vision de l'entreprise, pas intitulée. Un message que j'avais écrit moi-même et en dessous. Juste le logo Grafton. Pas de visage, pas de nom de famille. Car un vrai leadership ne fait pas de publicité. Il mène. C'est étrange comment vous pouvez partager une maison avec quelqu'un et vous sentir toujours comme un invité. Après la conférence de presse, après la restructuration, après les poignées de main de félicitations et les hochements de tête subtils des membres du conseil d'administration qui me regardaient devant moi, Marielle n'a rien dit. Elle était déjà à la maison ce soir-là à mon arrivée, debout près de l'îlot de cuisine avec un verre de vin et son téléphone faisant défiler, comme si les événements de la journée n'avaient pas simplement bouleversé la dynamique de toute sa famille. Elle n'a pas levé les yeux, n'a pas demandé où j'avais été, je n'ai pas dit de féliciter. Rien. Je suis entré, j'ai desserré ma cravate, j'ai posé ma mallette et j'ai attendu qu'elle me reconnaisse. Elle ne l'a pas fait. Alors j'ai versé un verre d'eau et je me suis tenu en face d'elle, laissant le silence s'étirer. Vous avez entendu, j'ai finalement dit. Elle hocha la tête sans lever les yeux. C'était sur chaque chaîne d'information. Je devrais être sourde à ne pas faire une autre pause, et j'ai demandé. Elle me regarda maintenant, ses yeux, cool et illisibles. Vous nous avez vraiment joué, n'est-ce pas? Là, ce n'était pas une question de préoccupation, pas de la curiosité, juste une accusation. Je me suis penché contre le comptoir, la regardant attentivement. Je n'ai joué personne. J'ai protégé ce que votre famille était disposée à détruire. Son rire était doux, presque amer. Est-ce ainsi que vous le tournez maintenant? Le héros silencieux, le génie patient, se cachant à la vue. Je ne me suis pas caché, j'ai dit que tu n'avais jamais pris la peine de voir. Elle a posé son verre plus fort que nécessaire, le tintement affûté contre le marbre. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu me dire si lui. J'ai essayé, ai-je répondu, mais chaque fois que je vous commençais, soit vous à changer de sujet ou à rouler les yeux. Tu voulais une version de moi. Vous pouvez gérer. Quelque chose de sûr, prévisible, oubliable. Ses yeux se plissèrent, vous tordent ça. Non, dis-je calmement. Je le décourage enfin. Elle secoua la tête, marchant vers l'évier et se retournant vers moi. Et maintenant, tu es le roi du château. Tout le monde s'est incliné devant Siu. Même Tran a rétrogradé et en laisse. Ce n'est pas une question de couronne, ai-je dit. Il s'agit de responsabilité. Elle regarda par la fenêtre. Il s'agit de se venger. Non, si c'était le cas, vous seriez déjà hors de cette maison. Elle se tourna alors, finalement face à moi avec quelque chose de réel dans ses yeux. Que ce soit de la peur ou de la culpabilité, je ne pouvais pas dire. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait. Dit-elle doucement. J'ai hoché la tête, mais vous ne les avez pas non plus arrêtés. Les mots y pendaient plus lourds que ce à quoi je m'attendais. Je ne pensais pas que cela comptait. Elle a admis. Vous étiez toujours là, calme, fiable. Je n'ai jamais pensé que tu étais capable. J'ai offert, digne, important, dangereux. Elle a dit que cela m'a surpris. Vous les effrayez. Maintenant, elle a ajouté, tu me fais un peu peur. Cela a été plus profond que tout ce qu'elle aurait pu dire, non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était vrai. J'ai changé, peut-être pas dans mon cœur, mais dans ma façon de bouger, la façon dont j'ai été vu. Et l'homme qu'elle a épousé, celui qui a plié la lessive le dimanche, a fixé des robinets dégoulinants, a souri pendant le dîner avec ses parents, même pendant qu'ils l'ont rabaissé. Il ne se tenait plus devant elle. Il était parti, remplacé par quelqu'un qui ne s'inclissait plus, ne s'est plus expliqué, n'attendait plus une validation qui ne viendrait jamais. Je me dirigeai vers le salon et m'assis sur le canapé, laissant la tension s'installer. Quelques instants plus tard, elle a suivi et s'est tenue derrière moi les bras croisés. « Pourquoi tu ne suis pas parti ?» a-t-elle demandé doucement après tout ce qu'ils ont fait. Après que je n'ai rien dit. Pourquoi rester? J'ai regardé l'avenir de l'écran de télévision en sourdine, un documentaire jouant, non pertinent. Parce que je t'aimais, dis-je passé. Sentiez-vous à des chambres, je n'ai jamais osé entrer auparavant. Aide lentement,
Comme elle l'avait fait, je nous attendais, mais espérais entendre autre chose. J'ai répondu, pas avec ce que vous avez dit, mais avec ce que vous n'avez pas fait. Elle a essuyé son œil rapidement, le genre de mouvement que quelqu'un fait quand il ne veut pas pleurer devant la personne qu'il a échoué. Et maintenant, elle a demandé. Je continue de faire ce que je devais faire. J'ai dit, lis, dirige, reconstruire, être l'homme que votre père m'a fait confiance. Et moi, je me suis expiré par le nez, ma voix stable mais distante. C'est à vous de décider. Nous n'avons pas parlé le reste de la nuit. Elle s'est couchée avant moi et je suis resté en bas en lisant un rapport sur les propositions de restructuration interne, mais pas un seul mot sur la page a vraiment coulé. Tout ce à quoi je n'arrêtais pas de penser à la façon dont l'amour ne parte pas toujours avec un slam de porte ou un match hurlant. Parfois, il meurt dans le calme, au moment où votre femme regarde que vous êtes entraîné de votre travail et ne dit rien. Dans la pause après le succès, où la personne qui est censée être fière de vous vous en veut juste pour vous tenir plus grand que ce à quoi il ne l'attendait. Marielle et moi avons vécu sous le même toit pendant les prochaines semaines, mais quelque chose s'était cassé au-delà de la réparation. Nous avons mangé séparément, dormi sur les côtés opposés de la maison, nous sommes devenus des étrangers polis avec trop d'histoire et trop peu de cœur. Elle n'a jamais posé de questions sur l'entreprise. Je ne l'ai jamais évoquée. Puis un matin, je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé une note sur le comptoir. Je suis allé rester avec ma sœur pendant un certain temps. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps. Pas de signature, non, baiser, non, je t'aime. Juste silence à nouveau. Mais cette fois, cela n'a pas fait mal. C'était honnête, car certaines trahisons ne viennent pas avec des portes criantes ou claquées. Ils viennent avec le silence, et parfois le silence est plus fort que toute autre chose. Evelyne Grafton n'a jamais supplié, du moins pas en aucune façon que la plupart des gens reconnaîtraient. Sa marque de puissance était polie et silencieuse, garnie de perles et de sourires pratiqués. Elle n'a pas crié de se faire, chuchotait-elle, elle s'alignait, elle contrôlait derrière le rideau, faisant croire aux autres que ses décisions étaient les leurs. Mais la chose à propos des marionnettistes, une fois que les cordes ont cassé, ce ne sont que des gens sans main pour déplacer le spectacle. Cela a commencé avec une réunion du conseil d'administration. Elle s'est appelée une session d'urgence destinée à réaligner la vision. J'ai reçu l'invitation du calendrier un mardi soir. Pas d'ordre du jour, pas de préparation, pas de mention de Frédéric. Elle pensait toujours qu'elle avait une influence. Elle ne l'a toujours pas compris. Le matin de la réunion, je suis arrivé 10 minutes plus tôt et j'ai pris place à la tête de la table. Frédéric n'était pas là par conception. Nous avions déjà parlé. Il a dit qu'il était temps de la laisser essayer d'échouer devant tout le monde. Laissez-la être vue. La salle de conférence se remplit lentement. Quelques-uns des membres supérieurs se chuchotaient. Evelyne est entrée en dernier portant l'un de ses costumes blancs signature, des perles brillantes, s'étalant cliquant comme un vieux juge entrant dans le tribunal. Elle hocha la tête vers quelques alliés, d'anciens alliés, plutôt que se tourna vers moi avec un sourire si serré qu'il aurait aussi bien pu être sculpté sur son visage. « Allons-nous commencer ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, par tous les moyens. Elle se tenait à l'avant de la pièce en tenant une tablette qu'elle ne regarda même pas. Il y a eu beaucoup de perturbations au cours des dernières semaines, a-t-elle commencé. Alors que je respecte les décisions prises en ce qui concerne l'absence de mon mari, je pense qu'ils ont été motivés émotionnellement et peut-être mal informés. Là, c'était le début de sa campagne. Elle a continué, réévalué les nouveaux rendez-vous et réaligné l'expérience et le héritage plutôt que la réaction. Utilisé comme si, en attendant un signe de tête, une ondulation. Remplacer le conseil d'administration. Je suggère que nous renvoyions l'équilibre, répondit-elle toujours en souriant. Ce n'est pas un silu personnel. Vous signalez trimestriel soumis aux parties prenantes. Eric était sous les soins médicaux. Être motif de retrait. Maintenant, il y avait des murmures, de vrai. L'un des membres du conseil d'administration les plus seniors s'est penché en avant. Est-ce exact? C'est vérifié. J'ai dit. Frédéric a co-signé la documentation. Les lèvres d'Evelyne se sont séparées, mais aucun mot n'est sorti. Je me tenais lentement, pas avec colère, avec la finalité. Vous n'avez pas protégé l'entreprise, Evelyne. Vous avez protégé votre fils. Ce faisant, vous avez mis en danger les contrats, utilisé l'autorité RH à mauvais escient et a presque débarqué notre accord d'expansion à Jakarta. Elle cligna des yeux rapidement. Maintenant, la femme soigneusement composée se craquait juste devant des gens qui l'avaient suivie à chaque mot.
J'ai passé les 5 dernières années à réparer ce que vous avez ignoré. J'ai dit plus fort maintenant, et quand je l'ai fait tranquillement. Vous l'avez appelé chance, vous l'avez appelé pitié. Mais permettez-moi de clarifier une chose. Cette entreprise n'a jamais été construite sur la pitié, elle a été construite sur la précision. Elle s'est tournée vers les autres, c'est une embuscade. Il tourne des faits. Non, une voix interrompue. C'était Carlène de Finance. Il dit la vérité. Une autre voix a sonné. J'ai passé en revue les retombées de Jakarta. Il a sauvé l'accord. Et un autre, mon département n'a jamais été consulté sur ces nouvelles embauches. Je ne savais même pas à qui il faisait rapport. Evelyne est devenue pâle, une par une. Les membres du conseil d'administration s'alignaient, non pas avec moi, mais avec la vérité, avec mérite. Ce n'était pas personnel, il a été gagné. Quand c'était fini, je ne me réjouissais pas, je ne parlais plus. J'ai laissé le conseil d'administration bouger. Un vote a été appelé unanime. Evelyne Grafton a été retirée de toutes les capacités exécutives et de ses actions de vote suspendues. Épingler l'arbitrage juridique. Frédéric avait déjà signé dessus. Elle se tenait là pendant un long moment, sans bouger, juste respirer, comme quelqu'un essayant de se réveiller d'un rêve qu'il ne pouvait pas croire que s'était transformé en cauchemar. Puis, avec la dignité d'Emelle, fil par fil, elle a rassemblé ses affaires et est sortie. Pas d'adieu, pas de discours d'adieu, juste du silence. Plus tard dans la journée, Frédéric et moi nous sommes rencontrés dans son étude. Il n'a pas dit grand-chose, s'est assis avec un scotch et a hoché la tête lentement. Elle a toujours pensé que l'entreprise était son héritage, a-t-il déclaré. Mais il ne s'agissait jamais de sang. C'était qui pouvait le faire avancer. Elle pense toujours que je l'ai volé, ai-je répondu. Elle sait mieux maintenant. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur le porche arrière de la maison ou de la maison, bien qu'il soit plus vide de jour en jour. J'ai levé les yeux vers les étoiles et j'ai laissé le vent froid de la nuit se brosser contre mon visage. Tron avait été transféré à la succursale de l'Ohio sans protestation. Pas d'adieu, pas de combat, juste une sortie tranquille. Evelyne n'avait pas parlé à Frédéric depuis le vote. Elle avait embauché un avocat, bien sûr, mais nous n'étions pas inquiets. Les preuves étaient hermétiques. Marielle était toujours chez ses sœurs, elle ne m'avait pas contacté et je ne l'ai pas poursuivi, car la vérité est que lorsque les gens vous montrent ce qu'ils apprécient, les croient. Ils ont apprécié le contrôle, le statut, l'illusion et moi, j'ai apprécié autre chose. Une entreprise avec intégrité, un héritage qui vaut la défense, un avenir non construit sur le droit mais sur l'effort. Evelyne a une fois gouverné sa famille comme une matriarche hors du marbre et de l'or. Mais les fissures en marbre, les s'estompent en or et la puissance, la véritable puissance, ne crie pas, elle reconstruit tranquillement. Une politique à la fois, une vérité à la fois, une élimination à la fois. Un an s'est écoulé, une année complète, depuis que Tron m'a licencié avec un sourire narquois, car Evelyne a essayé de récupérer l'entreprise par des chuchotements et des manipulations, car Marielle est sortie de notre maison avec un sac, une note et rien d'autre. J'ai vécu différemment maintenant. Les matins étaient plus lents. Je me suis réveillé avant le soleil, j'ai brassé mon propre café et j'ai marché pour travailler la plupart des jours au lieu de conduire, non pas parce que je devais le faire, mais parce que j'aime regarder la ville se réveiller. Les rues, les lumières, le rythme de la vie. Cela m'a rappelé jusqu'où j'avais parcouru, jusqu'où ils avaient essayé de m'enterrer et à quel point j'avais levé tranquillement au sommet. Mais maintenant que j'étais ici, je ne me sentais pas plus grand, juste plus stable. J'avais rendu Grafton Enterprises plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Le chaos s'était brûlé, ne laissant que ce qui comptait. La structure exécutive était plus maigre, plus juste. Les promotions étaient basées sur des mesures, pas des noms de famille. Les bonus étaient liés au succès de l'équipe, et non aux alliances en verre de vin au dîner du conseil d'administration. Pour la première fois dans son histoire longue et compliquée, la société s'est sentie propre. Et pourtant je n'ai pas juré. C'est la chose à propos du vrai leadership, c'est calme. Il ne s'agit pas de défiler des titres ou de forcer les gens à reconnaître votre pouvoir. Il s'agit du travail lent et délibéré de régler les choses et de laisser les résultats parler pour vous. Un après-midi, je me tenais près de la grande fenêtre en verre. De mon bureau d'angle en regardant la pluie brouiller l'horizon. Un stagiaire a frappé une fois, puis est intervenu avec une énergie prudente. Monsieur Grant a-t-elle demandé. Vous avez la session consultative en 15 minutes. J'ai hoché la tête, mais ses yeux s'attardaient. Elle hésita. Puis-je vous demander quelque chose? Je me suis retourné. Bien sûr.
Elle se rapprocha un peu. Comment l'avez-vous fait? Je veux dire, comment êtes-vous passé du licenciement à la possession de l'endroit? Sa question n'était pas sarcastique, c'était curieux, admirant même. J'ai souri. Je les laisse croire que je n'appartenais pas, dis-je, et au moment où ils ont réalisé qu'ils avaient tort, il était trop tard pour m'arrêter. Elle cligna des yeux, puis sourit. C'est plutôt génial. J'ai hoché la tête. N'oubliez pas que le calme ne signifie pas faible. Parfois, cela signifie que vous travaillez sur quelque chose de plus grand que quiconque peut le voir. Elle est partie après cela et je me suis assis sur ma chaise en pensant. Cela m'a toujours surpris parfois comment tout a changé sans une seule explosion dramatique de ma part. Pas de fusion publique, pas de contre-attaque furieuse. Juste le temps, patience. Structure. Tran avait été officiellement déplacé dans la succursale de l'Ohio. Sa signature par courrier électronique a maintenant lu un analyste stratégique régional, un rôle pour lequel il a à peine qualifié, mais il commençait enfin à prendre au sérieux. Humain, trop de preuves. À la fin, elle s'est installée en privé avec Frédéric et s'estompe de la société comme une ombre en train de se retirer de la lumière. Was rien à dire. Pas de drame, pas de larmes, juste des signatures et du silence. Le même silence qui avait rempli notre maison bien avant que quelque chose ne s'effondre. Parfois, l'amour ne meurt pas fort, il disparaît juste sans dire au revoir. Mais ce chapitre ne concerne pas la perte, il s'agit de présence, de ce qui reste lorsque le bruit s'estompe. J'ai trouvé un but au lendemain. J'ai lancé un programme de mentorat au sein de l'entreprise pour des employés qui avaient été négligés depuis trop longtemps, des hommes et des femmes qui m'ont rappelé qui j'étais. Calme, diligent, jamais invité à parler lors des réunions, qui devaient toujours hocher la tête et se retirer. Je me suis assis sur leur première session, écoutant plus que parler, et quand l'un d'eux, un jeune homme du nom de Kamal, m'a demandé comment amener les gens à remarquer son travail, je lui ai dit la vérité. Vous ne chassez pas leur attention. J'ai dit, vous poursuivez l'excellence. Ils vous trouveront quand ils auront besoin de vous, et alors vous serez prêts. Il hocha la tête, comme s'il comprenait que je l'espérais. L'une des plus grandes idées fausses de l'entreprise et de la vie est ce fort signifie puissant, que pour diriger, vous devez crier, que pour gagner, vous devez écraser. Mais j'ai tout construit en faisant le contraire. J'ai écouté, j'ai attendu, j'ai appris que je ne claquais pas les portes, je les ai ouvertes de l'intérieur. Je n'ai pas demandé de couronne. Je l'ai gagné en silence. Et c'est pourquoi, quand les gens entrent maintenant dans notre siège social et voient mon nom gravé à côté de Frédéric sur la plaque de verre, ils ne demandent pas pourquoi, ils hochent la tête, car maintenant l'histoire est une légende, non pas parce qu'elle était flashy, mais parce que c'était réel. Parfois, quand je suis seul, je pense toujours à ce moment dans la salle de réunion, le jour où Frédéric est revenu et a demandé « Où est Silas ?» La pause, la panique, le silence qui a suivi quand il a révélé qui j'étais vraiment. Ce moment n'a pas simplement exposé la vérité. Cela m'a présenté moi-même. Je n'étais pas seulement l'homme qu'ils ont sous-estimé, j'étais l'homme qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et à la fin, c'est ce qui rend tout cela si satisfaisant. Pas les applaudissements, pas le titre, pas le bureau du coin, mais le fait que je n'ai pas eu à élever ma voix pour gagner. Je devais juste rester immobile et laisser la vérité dire pour lui.